Bonjour et merci et bienvenue pour ceux qui arrivent de tous les quatre coins de la France, paraît-il, pour ce 46e congrès. François Fontaine, Jean Nouvel, pour parler pendant, allez, on va dire une belle heure, peut-être 1h30, s'ils sont avec de l'envie. On verra, on fera avec de l'envie, comme d'habitude, sur le métier et sur peut-être le présent et l'avenir de ce beau métier. Entre vous, c'est une histoire qui remonte à quelques années. Je ne vais pas vous vieillir, hein, c'est pas le but, mais enfin quand même pour vous présenter tous les deux, pour ceux qui ne le sauraient pas. Ça date de 84, la rencontre. Et vous me dites si je me trompe, vous avez 2 micros, vous n'hésitez pas. Depuis 84, vous avez en commun plein de choses. Évidemment, l'architecture, ça va de soi. Mais la tauromachie, paraît-il, vous êtes des aficionados tous les deux. Alors François, on se dirait, c'est normal, il est montpelliérain, hein, il est né ici, donc il a une accroche. Jean Fumel, c'est un peu loin des arènes, hein, le Lot-et-Garonne. Enfin, pourquoi pas? Pourquoi pas? Il y a une tauromachie du sud-ouest. Le micro est là. Allez-y, c'est bon. Ça marche, hein? Normalement, ça devrait fonctionner. Vous m'entendez, là? Sinon, vous donnez celui-là. Tenez. Le marron. Ça fonctionne. Et là, ça fonctionne mieux, oui. Ça va mieux, voilà. Oui, je dis, il y a quand même une tauromachie du sud-ouest. Oui. Dax, Bayonne, ça existe. Ça fait un sac aussi. Hein. On va monter un tout petit peu le micro de Jean pour qu'on l'entende très bien, s'il vous plaît. Hein. J'ai une voix un peu faible, peut-être, mais ils m'ont trop fait manger et trop boire, donc vous m'excuserez hein, pour tout à l'heure. Alors ça, c'est l'une de vos passions multiples en commun. Et vous êtes maintenant, depuis 84, alors évidemment amis, mais associés également, puisque dernièrement, vous avez scellé, si j'ose dire, cette association avec les ateliers Jean Nouvel, dont François a 50%, hein, puisque vous êtes entré au capital, et puis vous collaborez maintenant, c'est officiel depuis quelques temps. Un petit mot peut-être sur cette collaboration et sur cette amitié tous les deux, qu'on vous entende là-dessus? Oui, parce que je ne crois pas que ce soit un secret pour ceux qui s'intéressent à mon sort et à l'architecture française. J'ai eu quelques difficultés. Quelques difficultés avec un associé qui est parti avec la caisse déjà. C'est des choses qui se font, paraît-il, je ne savais pas. Donc il est parti avec beaucoup d'argent. Ça a été une énorme surprise. Et dans ce cas-là, il faut qu'il y ait des amis. Et l'ami, ça a été François, au moment où ça allait très mal. Et François est venu travailler avec nous, donc. Et il est venu réorganiser, je dirais, les ateliers Jean Nouvel. Nous sommes dans différentes difficultés. Vous avez vu aussi sur la Philharmonie de Paris, où on est tombé sur une histoire dont on n'a pas fini de parler parce qu'elle cache des choses très très troubles. Je vais vous relancer sur le micro souvent, Jean. Il faut que je sois plus près de la lampe. Super, merci. Donc oui, elle cache des choses très troubles. Donc avec François, nous parlons architecture depuis très longtemps. J'ai toujours parlé architecture avec lui. C'était même un de mes consultants secrets en fait. Donc là, maintenant, il a officialisé la chose. Et en fait, donc, on essaie de continuer à faire des choses intéressantes. Et il a évidemment plus de difficultés que moi à travailler tout le temps aux ateliers parce que c'est un grand promoteur, ça il va vous le dire. Un grand promoteur et un homme de Caravette, un vrai Montpelliérain. Oui, tout à Né fait. à Montpellier. Né à Montpellier, un vrai Montpelliérain. Il n'y en a pas beaucoup. Hein. Et effectivement, j'exerce un double métier, celui d'architecte et celui de maître d'ouvrage, puisqu'en 1988, j'ai décidé, devant l'incompréhension que j'avais entre la différenciation, si le terme est faible, entre les prérogatives de l'architecte et celles du maître d'ouvrage, j'ai décidé de franchir la barre pour comprendre ce que c'était. Voilà, je vous en parlerai peut-être un peu plus tard. Oui, parce que cette dualité est intéressante dans le questionnement que nous aurons ensemble sur le métier. Alors vous êtes diplômé section géographie urbaine, histoire de l'art contextuel à l'université Paul Valéry de Montpellier. Hein, je rappelle quelques souvenirs, mais cet amour de l'histoire de l'art, cet amour de l'Égypte et de l'histoire en général vous a donné aussi l'amour peut-être de faire évoluer votre vision de l'architecture différemment. En tout cas, vous avez une passion commune tous les deux, c'est que vous dites que l'un, nous regardons l'histoire pour le futur, ça c'est vous. Son verdict est un oracle, je vous cite dans le texte. Non, ça c'est Confucius qui dit ça, vraiment. Et après, vous dites que vous êtes attentif à l'intégration d'une construction dans son environnement, au respect de l'identité architecturale des territoires, à l'esthétique, à l'innovation. Et en tout cas, tous les deux, vous avez
quand nous avons préparé... Non, c'est François. Ah bon. Mais quand vous avez préparé cette intervention avec moi, vous m'avez dit tous les deux, de chacun de votre côté, que c'était très important parce que l'architecte laissait une trace importante dans le paysage et que ça, il fallait qu'on garde bien ça en tête et qu'il fallait qu'on reste avec ce rôle social. Et c'est ma première question. Est-ce que vous avez toujours, l'architecte, en 2015, un rôle social? Oui, mais ça, c'est le fond du débat. Hein. C'est le fond du débat actuellement. C'est-à-dire qu'on peut évoquer ce qu'était l'architecte sur les dernières décennies, mais ça ne fait pas encore si longtemps. Ça fait longtemps, mais je l'ai vécu quand même. L'architecte avait le pouvoir. On lui demandait, les maîtres d'ouvrage lui demandaient clairement de prendre la responsabilité de quelque chose, avec une responsabilité économique, avec la responsabilité du choix de l'entreprise, où on proposait les entreprises, avec aussi une obligation, je dirais, de dialogue et de conseil avec eux qui faisait qu'on était un partenaire total de la maîtrise d'ouvrage. Je crains qu'avec les années passant, et avec un certain nombre de tours de passe-passe, parce que je n'ai pas toujours tout vu passer, peut-être que je n'étais pas assez attentif, mais il y a une désintégration complète du rôle de l'architecte, et je parle même d'humiliation de ce métier. Parce que par rapport à ce que nous devons faire, par rapport à ce rôle sociétal, qu'est-ce qu'on attend de l'architecte? On attend de l'architecte une vision, on attend de l'architecte un projet, on attend de l'architecte une synthèse. Actuellement, on n'attend plus de ça de lui. Une technostructure s'est mise en place, les systèmes de responsabilité l'ont mis sur le côté, et on se retrouve avec le souvenir d'un métier, mais il ne faut pas perdre de vue que pour tous les Français, pour tout le monde, le responsable de tout ce qui est construit actuellement, de tous les quartiers, de toutes les villes qui ont mal tourné, etc., ce sont les architectes. Pour le grand public, il n'y a aucun doute là-dessus. Dès qu'il y a la moindre défaillance dans un bâtiment, c'est l'architecte. Et l'architecte, il peut quoi aujourd'hui? Malheureusement, il peut de moins en moins de choses. Mais ça, personne ne le sait. Alors, la faute à qui? Est-ce qu'on peut rester dans une situation comme celle-là de façon silencieuse? Je ne le crois pas. Je crois qu'on doit penser aussi aux générations à venir. Et je crois qu'on doit passer aussi... C'est pas du tout un débat corporatiste, cette histoire. C'est-à-dire que l'architecture, ça concerne tout le monde, ça concerne tous ceux qui vivent nos villes. Et Dieu sait que, vu le nombre de constructions qui ont été construites dans ce déménagement du territoire depuis 40 ans, on est dans une situation anarchique, toujours anarchique quand même. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de décision architecturale au niveau d'une métropole, au niveau d'une ville, le plus souvent au niveau d'un quartier. On en trouve encore quelques-unes au niveau des bâtiments, ce n'est pas toujours le cas. Mais je veux dire, qu'est-ce que c'est que d'être un architecte? Ce n'est pas uniquement de dessiner des façades quand même. Bon, malheureusement, on en arrive là. On arrive souvent à travailler sur un sujet, on arrive, voilà, le bâtiment, il est là. Il fait 4 étages, il fait 15 mètres de haut, il fait tant de profondeur. Le budget, c'est tant. Ensuite, on ne veut pas tel matériau et tel autre, et le reste est prescrit par... Bon, il nous reste une marge de manœuvre infime. Ensuite, ce n'est pas nous qui allons choisir l'entreprise, et ce n'est pas nous qui pouvons après contrôler le mode de production. Et Dieu sait qu'un des énormes débats aussi sur la qualité de la construction aujourd'hui, c'est l'évolution de ces systèmes. Et c'est l'évolution aussi liée à une déqualification croissante de la maîtrise d'œuvre et liée surtout à un système de sous-traitance organisée qui fait que de moins en moins l'argent qui est annoncé pour être donné sur une construction passe dans la construction elle-même. À chaque fois qu'il y a une sous-traitance, il y a ça sur le côté. Et or, notre société aujourd'hui, c'est un grand casino quand même. Et bien, ce casino, il a rejoint l'architecture. Et finalement, sur un bâtiment où il y a un budget d'1 million ou de 10 millions, on se retrouve avec uniquement 5 ou 6 millions qui sont dedans. Et le reste, c'est uniquement
telle entreprise, il y a son sous-traitant, l'autre qui a le sous-traitant ou du sous-traitant, ça m'est arrivé assez récemment. Ensuite, pour les responsabilités, c'est un bordel total. Mais pour les responsabilités, on dira, c'est l'architecte. Il faudrait quand même savoir, Il faudrait savoir si on donne des ordres ou si on ne les donne pas, si on doit assumer ça. Alors on nous fait signer des contrats comme ça, et on n'a pas la vraie possibilité d'être responsable. Donc c'est toutes ces questions qui se posent en même temps. Et c'est cet irrespect vis-à-vis de notre métier qui fait qu'il va falloir reconquérir la noblesse de notre métier. Et je crois qu'aujourd'hui, il faut lancer une action sur la reconquête du droit d'architecture. On verra ça On nous a enlevé le droit d'architecturer aujourd'hui. On n'a plus les moyens, dans la plupart des cas, d'architecturer, étant donné qu'architecturer, ce n'est pas uniquement un bâtiment, c'est aussi la définition d'un espace vécu par tous et qui de plus en plus est interférent et basé sur les modifications. Alors ça, ce sera la deuxième partie. Oui, enfin, j'ai voulu... Vous avez planté le décor, il est parfait. Le cadrer pour qu'on puisse, qu'on puisse parler. On est d'accord. Le fond de ma pensée, c'est celui-là. François, vous qui avez cette double vision, puisque vous êtes en même temps promoteur, comme l'a dit tout à l'heure Jean, et architecte, vous avez la même vision ? J'ai à peu près la même vision que Jean sur effectivement le déficit qu'il peut y avoir dans l'acte de construire. Là où je peux apporter une petite variation sur ce que disait Jean, c'est que, effectivement, moi, qu'est-ce que j'ai cherché à faire ? C'est à comprendre le système. J'ai jamais d'ailleurs intégré le fait... Ce que j'ai jamais fait, c'est ça. Quoi donc ? Ce que j'ai jamais fait, c'est ça. Pas de la même façon que moi. Tu n'as pas mis tes couilles, soit. Différemment. Non, j'ai essayé de comprendre le sujet d'une façon un peu plus profonde. C'est-à-dire que dans la... C'est à cause des couilles. Tu t'enfonces. Avec délectation. Non, on peut se poser la question de savoir pourquoi, effectivement, ce qui est essentiel dans notre métier, c'est d'arriver à la production d'une architecture ou d'un espace. Pourquoi c'est scindé comme ça ? D'un côté, il y a le maître d'ouvrage et de l'autre côté, il y a l'architecte. Il y a plein d'éléments qui peuvent pencher dans... Ça a toujours existé. Ça a toujours existé. Mais tout ça peut se changer. Là, tout va bien. Tout ça peut se changer. Ça a d'ailleurs existé plus ou moins en fonction des pays. L'essentiel, c'est de dire quel est l'essentiel du but poursuivi. Moi, j'ai toujours entendu le même discours. Depuis plus de 40 ans que je fais ce métier, de la part des architectes, les promoteurs, c'est des marchands de soupe. De la part des promoteurs, les architectes sont des incompétents. Je pense qu'il y a une marge d'interprétation entre les deux sur lequel ce serait bien utile de se poser des questions. Moi, ce que je considère aujourd'hui, après avoir fait cette double expérience, c'est que je pense que l'architecte est certainement celui qui est à même d'assurer le mieux l'acte de construire et de bâtir dans sa réalisation. Donc je dis que l'architecte soit un promoteur, bien entendu, ça ne me dérange pas, mon exemple en est la démonstration, mais je pense qu'on devrait tous faire cette expérience-là. Elle a à la fois la vertu de comprendre ce que c'est qu'une mise en jeu financière pour un projet, mais ça permet également de comprendre exactement comment se déroule l'ensemble des rouages sur tout le processus. Moi, ce que je regrette profondément, mais je le dis d'ailleurs à mes amis promoteurs, et j'en ai des amis promoteurs, c'est qu'il n'y ait pas de... C'est la seule profession aussi importante sur le territoire français qui n'est sanctionnée par aucun diplôme. C'est-à-dire que n'importe qui, demain, peut être promoteur. Moi, ce que j'ai proposé d'ailleurs à un ministre il n'y a pas longtemps, de dire, moi, il me semble évident que les promoteurs, vu l'importance de leur impact sur le territoire français, devraient au moins avoir un cursus commun avec les écoles d'architecture. S'ils passaient 2-3 ans dans les écoles d'architecture, ça serait formidable. Et je vais vous dire pourquoi, c'est le fruit de l'expérience. C'est que dans ma société, il y a des gens qui sortent de groupes de BTP, qui sont des anciens de chez Bouygues, des anciens d'Eiffage, des anciens de chez Vinci. Je leur ai dit au tout départ, écoutez, on va reformater. Ce que tu connais, que tu aimes. Je leur ai dit, on va reformater le débat. Le débat, c'est pas de toujours arriver à la quintessence du produit financier,
c'est d'arriver à la quintessence de la qualité. Eh bien, la surprise, c'est que ces gens se passionnent pour ça. Au début, ils ne comprenaient pas très bien, mais à partir du moment où on leur dit le plaisir que c'est de se pencher sur des problématiques en essayant de faire du sens et pas uniquement d'aller dans une démarche pour assurer un profit maximal à l'entreprise de promotion, et ces gens-là se passionnent. Et tous les matins maintenant, ils redemandent à faire des projets architecturaux de qualité. On travaille avec Jean Nouvel, on travaille avec Rudy Ricciotti, on travaille avec des grands architectes français, et avec des architectes, il y en a pas mal ici dans cette salle qui travaillent pour nous. On leur donne les moyens de faire le projet, mais je vois les promoteurs aujourd'hui, c'est-à-dire mes équipes, qui se sont passionnés pour l'architecture. Moi, je crois que le débat, il est essentiellement de retrouver un plaisir. Plaisir d'habiter, ça tombe sous le sens, mais un plaisir également de produire Plaisir du bel ouvrage. Plaisir du bel ouvrage, de faire du sens, c'est-à-dire de proposer des nouveaux modèles en matière d'habitat. Aujourd'hui, c'est quand même assez désespérant, que ce soit dans la promotion privée, même dans la promotion du logement social, de voir à quel point on est allé dans une espèce de démarche microcosmique. Moi, quand j'ai commencé il y a 40 ans, un FE3, c'était 78 mètres carrés, pas moins. Aujourd'hui, c'est 58 mètres carrés. Et dans le logement social, c'est la même chose. Alors qu'on sait tous que le vrai confort, le vrai luxe, c'est la surface. Alors c'est ce qu'on essaye de reconquérir, mais il faut avoir un œil différent. Il faut avoir un œil de dire, on fait une démarche dans le plaisir. Le plaisir de penser, de construire et d'animer tout le réseau des gens qui travaillent pour réaliser de l'habitat. Alors, retrouver le plaisir, ça donne évidemment envie de souscrire à cette idée. Je pense que ça dépend aussi de l'état d'esprit de la personne qui impulse, en l'occurrence c'est vous, et je ne suis pas sûr qu'avec l'argent, parce qu'on va revenir sur ce domaine-là, qui est celui, à mon avis, qui est peut-être celui qui fait que ça bouge depuis quelques années, avec l'argent, peut-être que l'état d'esprit n'est pas quelque chose qui va rester comme ça de manière assez longue dans la carrière de quelqu'un qui est à la tête d'une équipe comme vous le disiez. Parce qu'on a beau sortir de ces 2 ou 3 années de cursus et d'avoir envie, peut-être qu'au bout de 10 ans, l'argent va tout gâcher, non? C'est pas votre idée à tous les deux? Moi, personnellement, je ne crois pas. Je crois que quand le plaisir se substitue à l'argent, il est supérieur à l'argent. Donc, je crois que le plaisir peut solutionner énormément de choses dans notre métier. L'argent, c'est un véhicule. Moi, je crois que tout ça, c'est une question de cadre, c'est une question d'initiation et de hiérarchie. C'est-à-dire que si ça se passe bien entre un promoteur et un architecte, c'est mieux. Bien sûr. Mais si le promoteur est déjà dans un système qui est dans un quartier qui n'est pas terrible, qui n'est pas au bon endroit, et si finalement les financements qui correspondent à ces logements ne sont pas vraiment les bons, si la taille des logements ne sont pas bons, si ensuite c'est pas les architectes vraiment qui ont travaillé sur les espaces publics et sur ce qu'il y a autour, bon, on reste dans un problème qui est quand même réel. Et ce qui s'est passé dans ces dernières décennies, c'est ça. C'est avec cet énorme chamboulement urbain, une série de décisions d'ordre architectural, parce qu'il faut arrêter de nous dire que l'urbanisme, c'est pas de l'architecture. Il y a de l'architecture à différentes échelles. Ensuite, il y a des savoirs qui doivent se combiner, c'est des équipes multidisciplinaires qui doivent travailler sur ça, on est tous d'accord. Mais la synthèse, la proposition et la dimension sensible, qu'est-ce qu'on attend d'un architecte? C'est d'être un poète, en fait. Ce qui manque dans ce monde politique, c'est la poésie. Il n'y en a plus. Il n'y a plus de personnes qui sont là pour défendre les futurs habitants et qui sont capables de réagir en fonction d'une géographie, d'un climat en dehors des normes qui sont la religion de notre temps, mais par rapport à des plaisirs qui sont immédiats, ça n'existe plus. Ça n'existe plus du tout. Donc, il faut absolument arriver à reconquérir le droit d'architecturer d'abord à l'échelle de la métropole. Or, les études qui ont été faites pour le Grand Paris sont assez signifiantes. À mon avis, c'est la meilleure chose que Sarkozy ait jamais faite. C'est de lancer cette étude sur le Grand Paris en disant on se met en dehors du cadre législatif, on se met en dehors du schéma directeur et
On convoque des équipes pluridisciplinaires internationales et elles vont travailler pendant 3 mois, 6 mois ou plus. Souvent, ça a été plus. Et là, on remet à plat les stratégies de développement d'une métropole. Et là, on se retrouve face à tous les problèmes actuels qui sont ceux de la densification, des transports, de tous les éléments qui sont fondamentaux dans l'engrenage de ce qu'est une ville et de la définition identitaire de ce que sont des quartiers et dans cette dynamique aussi de ce qu'est automatiquement une mutation de ce qui a été mis en place successivement sans idée préalable. C'est le concept qui manque dans tout ça. Les villes américaines s'en sont mieux tirées que nous, souvent. Pourquoi? Parce qu'elles ont fait comme les Romains. Elles ont mis en place une grille. Nous, la grille, au moins, c'est déjà une première transition assurée. Il y a quelques alignements, il y a quelques dessertes qui sont claires, il y a quelquefois les points de repère, il faut travailler, mais c'est les bâtiments eux-mêmes qui les créent, mais au moins il y a quelque chose. Souvent, chez nous, il n'y a même pas ça. On a vu à partir d'une ville historique se constituer un certain nombre de quartiers, ouvriers d'abord, de logements, des quartiers industriels, des quartiers... Bon. Et tout ce zoning a fabriqué, à partir d'une idéologie aussi qui est facile à critiquer aujourd'hui, évidemment, mais d'une idéologie qui était celle qui tendait à dire que tout était possible et que tout allait être différent à partir de maintenant. Cette idéologie de la modernité et de la table rase a quand même été une catastrophe totale, quoi. Et cette catastrophe totale, elle est là. Elle est là aujourd'hui, ce qui veut dire que nous, et c'est vrai encore plus pour les jeunes qui sont là, ce 21e siècle sera un siècle de mutation. Il va bien falloir travailler et retravailler sur ces quartiers qui ne sont pas encore faits, sur ces paysages qui ne sont pas constitués. Et il va bien falloir retravailler sur ces programmes qui, comme tu le dis, sont allés en rétrécissant. Il va bien falloir un jour se préoccuper quand même de ces fichus us dont aucun gouvernement depuis 10 ou 15 ans a été capable de vouloir faire quelque chose. Le seul qui a essayé de faire quelque chose, c'est Jospin, avec une idée géniale. On prend des grands bâtiments, on les coupe en petits morceaux, et comme ça on prend tous les espaces verts avec, on fait des petits cubes avec des grands cubes, et ça ira mieux, alors que c'est la même taille du logement, c'est le même programme, il n'y a toujours pas de commerce, etc. Autrement dit, on ne résout rien de fondamental. Donc on se retrouve face à des décisions comme celle-là, qui sont des décisions architecturales dans la mécanique urbaine, architecturales dans la mutation, architecturales dans l'utilisation des paysages et des espaces, architecturales dans la relation avec le construit existant qui n'a jamais existé pendant très longtemps dans le réglementaire, en dehors des quartiers historiques. Or, toute la question, c'est bien justement la relation qu'on peut établir entre les bâtiments. Comment, avec 2 appartements, je peux en faire un? Comment je vais donner une surdensification qui est possible à tel moment pour qu'on ne retombe pas dans un problème idiot parce qu'il y a un enfant de plus ou 2 personnes de moins et qu'on soit obligé de déménager. Bon, c'est des choses absolument ridicules. Bon, tout ça, on en est là. Et ça, je suis désolé, mais les architectes ont leur mot à dire. Ils le voient tous les jours. Un architecte n'est pas là pour se taire. Je suis désolé. Et l'architecte a toujours eu peur, très peur, de mécontenter le politique, de mécontenter le possible client. Si, je suis désolé, je l'ai vécu depuis longtemps, et c'est pas la première fois que je le dis, ça fait 20 ans que je le dis, au syndicat de l'architecture, je l'ai dit, hein, déjà, voilà. Bon, ici aussi, vous l'avez dit, non, mais justement, mais là, je crois que, bon, en plus, il y a un problème générationnel, c'est-à-dire que si je dis ça, moi, j'ai envie de reprendre mon attitude militante de mars 76 et du syndicat, et des bagarres parisiennes, parce que je crois qu'aujourd'hui, on est en pleine déliquescence et qu'il y a un problème d'honneur et qu'il y a un problème aussi, au-delà de ça, de ce rôle vital, pas pour nous uniquement, ça ne peut pas être un problème corporatiste uniquement, c'est pas un problème corporatiste. Il faut évidemment que leur corporation soit derrière parce que c'est logique. Mais c'est la société civile qui va être là, c'est la société culturelle qui va être là, c'est la société politique qu'il faut interroger, et c'est par une conscience populaire qu'on pourra arriver à bouger le politique. C'est un énorme chantier, il faut être très très ambitieux, mais il faut être ambitieux parce que notre métier est de l'être. Quand on est ambitieux, c'est pas pour nous en général, c'est pour une situation, c'est pour un bâtiment, c'est pour un client, c'est pour une ville, c'est pour un paysage. Bon. Et si on n'est pas généreux quand on est architecte, si on ne considère pas que l'architecture c'est un don au sens cadeau
Et c'est une discipline sentimentale. Je suis pour l'architecture sentimentale, excusez-moi. Je pense que tous ceux qui font de l'architecture une discipline purement ascétique et intellectuelle sont complètement à côté, en dehors du cœur, en dehors de la situation qu'on doit à chaque fois améliorer, aimer. Si on n'aime pas un client, si on n'aime pas un lieu, il faut partir. Il ne faut pas le faire. Bon, c'est facile à dire parce qu'il faut coûter. Mais sur le fond, c'est ça. L'architecte est un artiste. Évidemment que l'architecture est un art. C'est ce qui fait quand même partie des beaux-arts, et ça on l'oublie effectivement. Et non seulement c'est un art, mais c'est la mère des arts. C'est-à-dire qu'elle doit accueillir les autres arts, les mettre dans la ville. C'est l'architecte qui doit mettre aujourd'hui l'art dans la ville. Et sur des échelles qui ne sont plus les mêmes, avec des moyens qui ne sont plus les mêmes. Tout a bougé en un siècle, et de ce côté-là, rien n'a bougé. François. Donc c'est l'architecte qui va être amené à faire ça, avec les artistes qui vont devenir aussi, à certaines échelles, des maîtres d'œuvre et des architectes à leur échelle, sur le paysage et sur la ville. François Fontès. J'entends Jean Nouvel, j'ai l'impression d'entendre que l'architecte a reculé devant des choses, et c'est un peu donc cette chose-là que vous dites en filigrane, c'est-à-dire qu'il faut avoir le courage. On a une signature qui nous rend responsables, on vient nous chercher parce que quand il y a des problèmes, c'est nous qui sommes responsables par la signature. Pourquoi en est-on arrivé à cette limite-là? Moi, je ne crois pas qu'il y ait une régression, comme on pourrait le dire stricto sensu. Je crois qu'il y a des nouveaux défis. Des nouveaux défis. C'est des nouveaux défis qui se posent. Quand Jean pose la problématique, effectivement, de la vision architecturale sur les territoires, et quand il parle de poésie, bien sûr qu'il a totalement raison. On vient de sortir d'un siècle qui a été pétri par le rationalisme de la pensée. Et effectivement, ce qu'il faut reconquérir, c'est ces rapports harmoniques que l'homme a toujours su dans le passé. Et c'est là où mon expérience d'historien peut peut-être me servir. Ces rapports harmoniques que l'homme a toujours su décliner, à la fois dans son milieu naturel, mais également dans son milieu bâti. C'est un nouveau défi. Il faut réinventer un certain nombre de paramètres. Il faut redonner justement cette qualité d'appréciation d'une vision artistique de l'architecture. Et ne plus penser, comme on l'a fait dans les années 70 dans l'urbanisme, avec des urbanismes qui étaient essentiellement basés sur le routier. Il faut retrouver ce qui fait le sens de la ville. Mais c'est un nouveau défi, ce n'est pas une régression. Moi, je pense qu'effectivement, les défis sont encore plus importants que ce qu'ils étaient dans le passé, mais qu'on est en mesure de pouvoir les résoudre. Il ne faut pas avoir une vision pessimiste. C'est bien de dire, et je remercie Jean de faire ce constat un petit peu alarmant sur la situation actuelle. Mais moi, il me semble que un peu de toutes parts, il y a des voix nouvelles qui s'élèvent. Et il y a des gens et des architectes qui commencent à dire non, c'est plus qu'on ne peut plus fonctionner comme on l'a fait jusqu'à aujourd'hui. Donc je pense que l'optimisme est quand même la règle d'or qu'il nous faut appliquer. Vous dites qu'il y a plus d'opportunités que de risques. Je pense qu'il y a plus d'opportunités que de risques. Et le fait qu'il y ait des opportunités permet de combattre les risques. Pas du tout d'accord. Ah mais ça nous arrive souvent d'ailleurs. Oui, mais les risques sont colossaux. Oui. C'est-à-dire évidemment que tout ça, ce sont des enjeux totalement sonnants et trébuchants. C'est quand même à travers ces stratégies-là que toute la ville s'est développée, des stratégies purement économiques, ce qui est normal pour une ville, c'est un mécanisme économique. Mais je veux dire, là, qui ont pris le dessus, surtout au-delà de toute morale. Bon, et c'est bien ça qu'il faut aujourd'hui remettre en cause. Dire que l'architecture est d'intérêt public ou d'intérêt général. Je ne sais pas ce que dit la loi, mais c'est quelque chose comme ça. D'utilité publique, voilà. Mais si elle est d'utilité publique, commençons par là, et commençons par dire qu'il y a des choses qui sont interdites, je suis désolé. Et que l'architecture, et donc l'architecte, qui est supposé être l'acteur social ou sociétal qui met en place cette architecture, doit être là dès le début. Si on est là après, cette loi Pellerin, c'est à se rouler par terre. C'est-à-dire, on nous fait dire que vous allez avoir le droit de signer le bâtiment à bas à gauche. On fera appel à un architecte, non pas à 170 mètres carrés, à 150. On est dans un cadre donné, tout le monde a répondu à l'intérieur du cadre, alors que tout est à l'extérieur du cadre. S'il y a une épure où la solution est bien à l'extérieur du cadre, c'est bien celle-là. Là, on vous fait travailler dans un cadre absolument ridicule, quoi. Et on s'est plié à ça. Qui a pu se plier à ça? Je veux pas de nom, je m'en fous. Mais je veux dire, c'est quand même sur le plan de l'esprit quelque chose qui m'inquiète, quoi. Donc je pense qu'il faut vraiment remettre en perspective
cette reconquête et dire que notre métier c'est ça, et que si ce métier n'est pas exercé, peu importe que ce soit nous les architectes d'aujourd'hui, si ce rôle social n'est pas exercé, peut-être avec d'autres qui seront formés mieux que nous, peut-être, mais en tous les cas il faut qu'il y ait une continuité de l'exercice de ce rôle. L'architecte est de plus en plus nécessaire à cette société et c'est normal qu'il soit d'intérêt public. Plus le problème est complexe, plus il faut des gens qui se penchent sur ce sujet. Et il n'y a pas assez de matière grise investie dans le fait urbain et dans le fait architectural. Mais les enjeux économiques sont colossaux. Et c'est bien pour ça que l'architecte a été mis sur le côté. Et les enjeux de pouvoir sont colossaux. C'est bien pour ça que les technostructures ont fait leur travail. Et les ingénieurs des ponts et chaussées, étant donné que l'architecture a été prise longtemps comme un problème essentiellement fonctionnaliste, avec, je dirais, une époque culturelle qui a peut-être facilité ça. Il ne suffit pas de mettre des autoroutes et des ponts, il ne suffit pas de déterminer une densité et une patate pour que l'architecture soit là. C'est même en général le point de départ, souvent absolument irrémédiable, pour qu'on ne puisse plus faire quelque chose de formidable avec un paysage ou avec une ville. Et pour qu'on ne puisse plus établir la relation entre ce qui existait et ce qui arrive. Donc si on n'est pas capable de remettre ça en cause, c'est même pas la peine de commencer. Il faut exiger ça. Je ne sais pas comment on peut l'exiger. Vous allez me dire, vous êtes tout petit comme ça. Oui, c'est ça. Qu'est-ce qu'on fait, Jean? Parce que là, vous posez un diagnostic. Oui, mais qu'est-ce qu'on fait? On a raison. Je suis désolé, mais sur le fond, on a raison. Donc, à partir du moment où on a raison, on va trouver des alliés. Et ces alliés ne seront pas uniquement des architectes, ça va être des gens qui veulent que la ville évolue dans le meilleur sens, que ce soit un lieu effectivement beaucoup plus hédoniste, beaucoup plus profond, qui va intégrer les arts, qui va intégrer des souplesses, beaucoup plus d'interférence avec la nature. C'est pour ça que je crois que ces études, comme celle sur le Grand Paris, étaient si importantes. C'est pour ça qu'elles ont été foutues en l'air. Ils n'ont eu qu'un but à partir du moment où ils ont compris ce que c'était, c'est de le mettre sur le côté, d'appeler d'autres architectes d'ailleurs, comme ça au moins ils n'avaient pas trop réfléchi, ça irait peut-être mieux, bon, et que finalement il n'y a plus aucune des questions initiales qui est maintenant sur le tapis. Et cette question des 70 000 logements, 170 000, je ne sais plus combien, bon, qui veulent faire le plus vite possible, là, tout d'un coup, dans l'urgence, une fois encore, par les grandes entreprises, sur les terrains les plus libres, et j'en remets une couche, c'est scandaleux. Quand je dis scandaleux, c'est scandaleux au sens étymologique du terme. François, le rôle des politiques, la loi Pellerin dont a parlé Jean Nouvel, votre vision à vous? Le rôle des politiques? Oui, par rapport à l'architecture. Il n'y a pas d'architecture sans politique. Ça, c'est très clair dans l'histoire de l'humanité. Il faut des grands politiques pour qu'il y ait des grandes architectures. Donc il faut des visionnaires en politique pour que les visionnaires en architecture puissent s'exprimer. Alors, c'est vrai qu'on n'est pas toujours d'accord, mais je n'ai pas compris pourquoi d'ailleurs on n'était pas d'accord. On en reparlera plus tard. Mais bon. J'étais simplement en train de dire qu'on ne peut pas avoir simplement un discours qui consiste à dire c'est une catastrophe, aïe aïe aïe, c'est la panique, etc. Bien sûr que il y a du danger, mais il y a des capacités de réactivité. On sent partout des gens qui se lèvent pour dire non stop. Le premier, c'est lui. Et il a toujours fait. C'est une sorte de héros de la parole architecturale. C'est très bien. Mais il faut aussi avoir des propositions. Que faire? Que faire? Oui, que faire? À part, effectivement, vociférer. C'est très bien. Et on est les premiers à le faire. Moi, également, à travers l'architecture d'aujourd'hui, on essaye de porter des messages. Mais je crois qu'il y a peut-être des stratégies. Moi, en 1988, j'ai commencé à m'intéresser à la maîtrise d'ouvrage. Je ne me suis pas préoccupé de savoir si il fallait que je porte le flambeau de cette revendication architecturale. Je vais le faire, c'est tout. Et je crois qu'on a la capacité de faire, je crois qu'on a la capacité de passer un seuil et que des architectes, je ne dis pas tous, il y en a qui préféreront toujours entretenir la relation entre maître d'ouvrage et jouer leur rôle uniquement d'architecte. Mais je pense qu'il y a une voie également chez les architectes qui ont le courage de se dire ben, je peux intervenir, je peux aller plus loin, parce que finalement, qu'est-ce qui est essentiel? C'est le produit final. C'est ce qu'on est capable de donner quand on est peut-être des deux côtés de la barrière. Je crois qu'il y a des potentialités que les architectes peuvent saisir. Et moi, je suis pour qu'effectivement, au niveau ministériel, au niveau du gouvernement, on facilite l'approche architecturale dans le monde de la promotion fait par les architectes. D'où l'intérêt peut-être que le promoteur ait un cursus avec l'architecte, comme ça pourrait... Ça me paraît fondamental. Le métier de promoteur, les promoteurs, je crois en France, ça construise à peu près 300-350 000 logements par an.
s'ils avaient une culture architecturale, on aurait peut-être des paysages qui seraient de meilleure qualité. Ce n'est pas le seul ressort pour arriver à ça. Parce qu'effectivement, comme le disait très justement Jean, il y a un système de l'organisation du foncier, de l'organisation des structures qui permettent à l'urbanisme d'émerger. On sait très bien qu'en France, quand même, depuis des 40 ou 50 ans, l'urbanisme est en grande partie défini par le droit de la propriété foncière, de la propriété privée. Le système de prospect, tout ça, c'est la conséquence d'une législation qui a été mise en place pour respecter la propriété privée, ou en tout cas pour en donner une image très restrictive. Je crois qu'il y a plein de paramètres sur lesquels on peut jouer, mais je crois que moi, pour ne pas être défaitiste et pour ne pas dire une énième fois aïe aïe aïe, c'est la catastrophe, on ne peut pas s'en tirer. Je crois qu'il y a des moyens de le faire. Soyez pas passif mais actif. Ça, c'est votre. Voilà, moi, c'est ma vision et ça a été mon action depuis toujours. Alors, je vais vous proposer quand même, avant d'aller vers la salle et d'avoir des questions de la salle, deux questions très pratico-pratiques, parce que je m'imagine dans la salle, ils ont aussi envie d'avoir votre vision des choses, mais aussi des réponses éventuellement, des pistes de réponse, des pistes de solutions face à des problèmes qui, eux, l'ont au quotidien, le vivent au quotidien, comme vous d'ailleurs. L'entreprise générale. J'ai bien compris que l'entreprise générale était... je reviens sur la Philharmonie, mais votre exemple de la Philharmonie est un bon exemple, Jean. L'entreprise générale était celle qui vous posait un souci majeur aujourd'hui, à vous l'architecte. Parce que en face d'une entreprise générale qui a un côté un peu machiavélique, vous vous êtes réduit, si je reprends l'exemple, à l'exécutant. Je propose une chose quand même, parce qu'on effleure les choses, puis on dit finalement, on s'arrête là, puis on dit finalement, rien n'est possible. Je ne pense pas que rien soit possible. Je pense qu'il faut mettre en avant une vision humaniste qui peut être partagée par beaucoup de personnes et qu'il va falloir ensuite demander dans une hiérarchie bien précise un certain nombre de choses. Et demander qu'effectivement, les grandes décisions soient prises sous la responsabilité d'un architecte, parce que c'est lui qui a priori le savoir et le rôle social. Ça, je crois qu'on peut l'obtenir, mais il faudra que ce soit point par point, effectivement. Et on se rejoint là, l'architecte ne peut pas faire uniquement ce que lui demande l'entrepreneur. L'architecte, il est quand même là pour donner des ordres et pour faire en sorte qu'une œuvre soit construite dans des conditions exigeantes, et évidemment qu'il est un peu le gendarme de celui qui construit. Bon, si on est actuellement dans ces contrats globaux choisis par des architectes, par des entreprises, si on est dans les PPP, dans la situation où on est, si maintenant la loi MOP est plus appliquée, si c'est ces sociétés privées qui gèrent le contrôle de l'argent public, qui m'arrive sur la Philharmonie, ben, c'est le monde à l'envers, mais je ne sais pas à quel point, quoi. C'est-à-dire que ça, c'est ridicule, et je pense que si les Français comprenaient ça, ils seraient d'accord avec nous. Donc il faut solliciter le grand public, alors. Ils ne le comprennent pas, donc il faut une parole. Il faut une parole claire, qui ne mélange pas tout, qui dise on est là, la première décision c'est celle-là, la deuxième c'est celle-là, politiquement elle est possible, et il faut entrer dans le débat politique. Il faut y entrer pour les élections, il faut y entrer. Il faut dire que ces questions-là, elles sont fondamentales pour la vie des Français, autant finalement qu'un indice de salaire ou de retraite, et peut-être plus. C'est peut-être là que l'avenir se joue en termes de qualité de vie. Bon, ça, ils vont le comprendre si on le dit bien, si on le fait bien, et si on a les éléments pour prouver. Et je pense que de ce côté-là, les études qui ont été faites sur le Grand Paris peuvent être très très utiles. On peut dire, voilà, on en est là. Alors prenez 3 ou 4 études là, qui avaient été faites. Vous auriez pu être là, là, là ou là. Et vous voyez bien que vous vivez pas pareil. Bon, je pense que ces décisions-là et ces débats-là, ils peuvent exister. Actuellement, dans les grands débats politiques, dans les grandes élections, la ville n'existe pas. Elle n'existe plus. Alors que c'est quand même politique, c'est quand même ça comme point de départ. C'est l'organisation de la vie dans la ville. Bon, Vous avez le même avis, François ? Absolument. Absolument. Mais encore une fois, moi, je n'ai jamais pu me contenter de cette simple critique. Bien sûr que je l'ai faite et que je continue à la faire. Quand vous avez une entreprise générale qui vous met dans cette situation-là, comment vous faites, comment vous réagissez ? Mais moi, je crois que c'est une déficience avant tout de la maîtrise d'ouvrage. C'est les entreprises qui ont créé un lobby fort pour que ce soit créé les PPP. On en est tous conscients.
mais c'est la lâcheté des politiques face au lobby. C'est la lâcheté des politiques face au le système maître d'ouvrage normatif. et l'entreprise, et la même chose. L'entreprise, Il y a une compatibilité aussi. Il faut faire bien quelque sûr qu'il y a chose. une incompatibilité. Mais ça, c'est le problème du législateur. Et Oui, là où il a raison, et donc, c'est que dans le politique. débat politique, il faut se bouger. Donc votre solution, c'est de faire fléchir le politique en rentrant en politique et en arrivant avec des arguments. Le politique directement, jamais faire comprendre aux habitants, aux Français si on est en France, aux Européens si on est en Europe, les situations ne sont pas exactement les mêmes, mais il y a beaucoup d'enjeux communs à certains moments, leur faire comprendre que l'art de vivre qui disparaît, c'est effectivement un certain nombre de décisions politiques correctes qui n'ont pas été prises, et pour sauvegarder les privilèges de quelques-uns, qui sont effectivement de l'ordre de la technostructure ou de l'administration. C'est un mal français, vous qui voyagez tous les deux, c'est un mal français ça? Oh, il n'est pas que français. Tous ces problèmes avec les entreprises, on le trouve en Belgique, on le trouve en Hollande, on le trouve en Espagne, Aux en États-Unis, Europe, on trouve ça. Non, aux États-Unis, tu ne trouves pas ça. le système des builders, c'est pareil, c'est à peu près pareil. Aux États-Unis, il n'y a que des entreprises générales, d'abord. Oui. Mais l'entreprise générale a un téléphone. Le bénéfice de l'entreprise générale est connu d'abord, aux alentours de 15%. Les entreprises générales sont totalement responsables des sous-traitants qu'ils prennent, donc on n'est pas du tout dans un système à la française. On n'est pas dans un système à la française qui est un système de dilution de la responsabilité. Tout le jeu de la sous-traitance, c'est d'échapper à la garantie et à la poursuite. Et finalement, le deuxième sous-traitant, en général, il est là pour disparaître. Et puis après, débrouillez-vous. Bon, ça c'est un jeu très très français, oui. Mais très européen aussi. Il n'y a pas que là. On essaie de trouver des solutions, c'est pour ça que je vous pose cette question. Il y a d'ailleurs des solutions dans d'autres Je pays, crains qu'on ne résolve pas tous les problèmes dans la demi-heure qui suit. on va quand même essayer. Et dans 10 ans, le débat sera reposé de la même façon. C'est parce qu'ils ne savaient pas que c'était impossible qu'ils ont essayé quand même. Donc on va tenter nous aussi de résoudre quelques pistes. Les personnels détachés, les salariés, les collaborateurs détachés sur une construction, sur un chantier, ça aussi c'est véritablement un souci du quotidien de l'architecte. Détaché, ça veut dire quoi? Eh bien qu'ils sont en sous-traitance, de sous-traitants. Vous avez connu ça? C'est un énorme problème social, humain, et un énorme problème sur la qualité de ce qui est construit, sur l'enjeu de pouvoir faire construire un bâtiment comme un architecte l'a dessiné. Et le souhaite, c'est un énorme enjeu, pas pour l'architecte, c'est un énorme enjeu pour la personne pour qui on construit, ou l'institution pour laquelle on construit. On ne peut pas construire actuellement avec des Polonais qui arrivent, qui sont là uniquement pour 3 semaines et qui repartent, qui sont déqualifiés et à qui on a permis de rentrer comme ça et de ressortir. Et quand on cherche qui est responsable, il n'y a plus personne. C'est quand même extraordinaire. Il n'y a que dans le bâtiment qu'on voit des trucs pareils. Alors, je suis pas sûr d'ailleurs. Les entreprises du bâtiment, je voyais en face de moi M. Secotti qui connaît bien ce sujet, qui se bat lui aussi contre des entreprises qui font du dumping social à ce niveau-là. C'est vrai que toutes les entreprises ne le font pas, mais quand même, Jean et François, comment on fait quand on est architecte? C'est vous le patron normalement? On n'est plus les patrons, donc il faut le dire à tout le monde. Ça fait longtemps qu'on n'est plus les patrons. Pour tous les Français, on est les patrons. Et moi, ils ont fait un truc formidable à la Philharmonie. C'est-à-dire ils m'ont mis sur le côté pour que je ne contrôle pas l'argent que je devais contrôler par rapport à l'OMOP. J'ai envoyé des lettres à tout le monde, au président, au ministre, etc. Ils me répondaient toujours à la même lettre, respectez les coûts et les délais. Alors je ne pouvais plus rien faire. Monsieur l'architecte, respectez les coûts et les délais. Et vous n'avez aucun moyen c'est un scandale. de pression? Aucun moyen de pression? Aucun. Dans ce cas de figure précis de la Philharmonie, qui est un vrai scandale national, effectivement. Pourquoi? Parce que, alors que l'ensemble de ce projet a été financé par des fonds publics, puisque les 3 principaux contributaires étaient l'État, la ville de Paris et la région, donc 100% d'argent public, ils ont trouvé une astuce absolument sordide, qui est de monter une association pour détourner et ne pas avoir de droit privé à la LOMOP. Donc ça, c'est un vrai scandale d'État. Ça, on le dénonce et on verra ce que... Et de sortir en paix celui qui doit contrôler. Bon, et alors, pour les architectes qui sont en train de nous écouter, comment on fait quand on a cette responsabilité de la signature? Quel est le moyen de pression qu'on peut avoir face à des entreprises générales qui sont très grosses On n'en a pas. On n'en a pas. La seule chose qu'on puisse faire, c'est parler, sauf que les contrats vous empêchent de parler. Si vous parlez, vous êtes viré. Et si vous êtes viré, vous ne pouvez plus défendre le bâtiment lui-même et savoir ce qui s'y passe.
Donc on peut parler après, quand la catastrophe est là. Et de toute façon, ils essaient de faire croire et de faire passer des messages totalement faux et de vous mettre dans des conditions contractuelles telles que juridiquement et par rapport à une image externe, vous êtes foutu. Donc à partir de là, il faut se battre. François est un peu plus optimiste en général. Oui, moi je suis toujours un petit peu optimiste, et puis c'est normal que je fasse un petit peu le contrepoint. Jean parle essentiellement de ce problème de la Philharmonie. Non, c'est pas moi qui est revenu dessus. Il est en train, il faut être très vigilant, parce qu'on sent qu'effectivement, dans beaucoup d'endroits, ça se passe de la même façon. C'est un exemple signifiant. C'est un exemple signifiant, il n'est pas encore tout à fait généralisé, parce que bon, il y a quand même un corpus juridique qui défend un petit peu quand même le droit de l'architecte, mais il est en train d'être battu en brèche. Et c'est là où il faut être excessivement méfiant. Non, mais sur la Philharmonie, la vraie question, c'est où passe l'argent? Alors, on va, si vous le voulez bien, et si vous êtes d'accord tous les deux... pas dans le bâtiment, en tous les cas. Essayer de prendre le pouls des architectes qui nous écoutent depuis 1 heure à peu près, parce que le temps passe et on s'était promis de leur donner la parole. Donc, comme on fait d'habitude, on regarde la salle, il y a toujours une première question. En général, ce sont les femmes qui sont plus courageuses que les hommes, donc c'est elles qui lèvent la main en premier. C'est un homme qui veut poser une question en premier, là-bas au fond. Alors, est-ce qu'il y a des micros dans la salle ou c'est moi qui vais? C'est moi qui viens. C'est moi qui viens vous voir. Alors, attendez, je vais venir. Bougez pas. C'est pas très pratique, mais je vais venir. Voilà, j'arrive. Bonjour. Bonjour. Alors, le micro étant tenu, l'architecte n'a vraiment aucun pouvoir. Merci de me le laisser. Désolé, mais la question est la suivante. Je voudrais faire donc... Je remercie mes confrères d'être venus faire cet échange de conscience par rapport aux difficultés. Donc effectivement, on parle de crise, de déliquescence de la société. Et je fais le rapprochement de ce que nous entendons en ce moment avec un exemple d'un projet qui a été primé hier au soir comme projet citoyen. C'est une école qui a été faite dans une commune et on s'est aperçu qu'il y avait de temps en temps, comme les champignons dans les sous-bois, il y a encore des maîtres d'ouvrage qui ont une parcelle de pouvoir et qui exercent le pouvoir qui leur est donné en face d'autres acteurs qui eux-mêmes ont un pouvoir qui leur est donné par la mission qu'ils ont, et tout se mis bout à bout dans la simplicité d'un projet pas très grand et pas très important du point de vue investissement, a permis que finalement ça se passe très bien et de façon très harmonieuse. Alors, par rapport aux grands enjeux qui sont maintenant évoqués, la question que je pose, c'est quand même, effectivement, de savoir se redistribuer les pouvoirs réciproques, et notamment que la démocratie nous permette de redonner à nos élus la détention du pouvoir pour redistribuer l'ouvrage à l'ensemble des gens en fonction de l'échelle des projets, car nous sommes des gens d'échelle, nous les architectes. Alors je voudrais avoir un petit peu encore vos réflexions là-dessus, et puis qu'on ne soit pas tous désespérés, parce qu'on est quand même là pour continuer à construire. Je ne suis pas pour le désespoir, je suis pour l'espoir. C'est pour ça que je dis ça et que je fais ça. Je crois effectivement qu'il y a encore, heureusement, quelques constructions qui se font avec un maître d'ouvrage qui fait confiance à son architecte et qui choisit les bonnes entreprises et qui arrive à construire quelque chose de correct. Que ce soit à l'échelle d'une petite école, par exemple, ça me paraît probable, effectivement. Je n'ai jamais dit qu'il y a 100% de toutes les constructions en France qui sont dans ce cas. Mais quand on met ça en perspective avec le phénomène urbain, et quand on met ça en perspective statistiquement avec l'argent qui est investi dans le bâtiment, quand on met ça en perspective avec l'argent qui est donné aux principales entreprises, aux fameux majors, on se rend bien compte que l'essentiel de la production est concerné par ce qu'on dit. Et qu'effectivement, la seule façon de retourner ça, c'est bien d'expliquer ça à d'autres que les élus, qui le savent très bien, à d'autres que les entreprises, qui le savent très bien. Non, il faut expliquer ça à la société française. Il faut expliquer ça comme un problème culturel, et il faut expliquer que ce n'est pas notre petit bout de gras qu'on défend, même si on veut vivre de façon digne quand même, ce qui n'est plus le cas. Là où on est humilié, c'est qu'on ne peut plus vivre de façon correcte par rapport à notre rôle social. Bon, mais ce n'est pas la principale question. La principale question, c'est effectivement qu'on ne peut plus arriver à architecturer dans la profondeur qui devrait être celle d'un témoignage de génération, étant donné que nos villes sont faites de cela. C'est-à-dire chacun doit faire son devoir pendant le temps où il est là et doit contribuer
à ce fameux livre de Pierre. Absolument, et ça, il faut pas, on peut pas abandonner ça, c'est pas possible. D'autres questions? À moins que François veuille rajouter quelque chose. Bon, moi, je me marque toujours effectivement dans une vision très optimiste. Oui, on l'a bien senti. Parce qu'effectivement, le tableau est un peu noir. Et on est obligé de le constater. Mais les tableaux noirs, ils n'ont pas de sens s'il n'y a pas une petite lumière, une petite tache de lumière au milieu. Et on en sent un peu partout, quoi. Et il y a effectivement des politiques qui organisent bien. Je sais que, par exemple, si on est ici en Languedoc-Roussillon, la politique de la région Languedoc-Roussillon, c'est d'interdire l'entreprise générale sur ses consultations publiques, par exemple. C'est un effort de fait. C'est pour ça que tout ce qui est du niveau de l'effort, si on ne veut pas sombrer dans la désespérance, il faut les relater et les mettre en exergue. Mais vous êtes assez d'accord sur la vision de Jean de dire, si on fait écho auprès du grand public qui, lui, fera plier le politique, parce que c'est le but, ça peut fonctionner aussi. Mais je crois que le public, aujourd'hui, il est frappé par plusieurs choses. Et c'est assez étonnant de voir qu'effectivement, par exemple, le logement en France, dans les derniers sondages qui ont été faits, passe avant l'emploi. C'est-à-dire que la préoccupation principale des Français, c'est plus le logement que l'emploi. C'est surprenant. Mais on est allé dans le mur. C'est-à-dire, je prends l'exemple d'une ville comme Montpellier, c'est pour ça que j'en parle. Un prix moyen du mètre carré à 4 000 € pour les logements qui sont mis en vente par les promoteurs classiques. 60 mètres carrés, ça fait 240 000 €, plus les frais de notaire, un parking, etc. On est à 280 000 €. C'est beaucoup d'argent pour vivre dans 60 mètres carrés avec une chambre par an qui fait 9 mètres carrés 50, une chambre enfant qui en fait 8,50. Ouais. C'est un scandale. C'est un scandale. Même avec un PTZ, ça marche pas. C'est un scandale. Et donc le public, forcément, aujourd'hui, il se trouve devant cette espèce de déficit d'habiter, de déficit de sens, de déficit de poésie et de déficit de plaisir. Alors qu'on est en déficit déjà global, hein. C'est-à-dire qu'on devrait construire beaucoup plus. Hein. On devrait aller dans le sens inverse si on va dans... C'est ce que j'avais cru comprendre avec la loi Cellier, on voulait doper ça. Hein. Donc pour l'instant, on en est encore en dessous. Puisque vous parlez de Montpellier et des politiques, on a eu quand même ici Georges Frêche, qui était quand même quelqu'un d'assez virulent. Les rapports avec cette politique-là, ça allait, comment était cette relation entre promoteur, l'architecte et le politique à ce moment-là? Moi, je peux en parler parce qu'effectivement, je suis montpelliérain, mais j'aurais connu très bien Georges Frêche également, puisque c'est lui qui nous avait désignés pour faire la nouvelle mairie de Montpellier. C'était un homme de conviction, c'était un homme de rêve. Il rêvait sa ville. Et effectivement, à partir du moment où on a des politiques qui sont des visionnaires, derrière, c'est beaucoup plus simple. On rejoint l'artiste dont parlait Jean. Mais bien sûr, il y a des politiques qui sont des artistes aussi. Donc on manque d'artistes au niveau politique, alors donc ça nous ferait du bien. Oui, dans tous les cas, par rapport à ce qui s'est dit là, il faut aussi, je ne sais pas, par exemple, par rapport à ce que j'ai cru comprendre, on pourrait imaginer ça, je ne suis pas moi contre l'entreprise générale. Je suis pour une entreprise générale à partir du moment où les cadres sont corrects et où on sait exactement ce qui se passe. Il y a une loi qui le décide, ça. Donc il faut vraiment simplement que l'architecte retrouve son rôle et son autorité, pas pour jouer le flic uniquement, pour pouvoir proposer, inventer, faire cette synthèse et aller vers un monde, et l'évolution d'un monde, et la mutation d'un monde existant aussi, des logements qui sont là, des paysages, tout ça, il faut qu'il y ait quelqu'un qui pilote ça. C'est ce mécanisme-là qu'il faut remettre en place, c'est tout. J'ai une question pour vous ici. Oui, je vais le tenir. Rémi Navarro, je suis architecte contractant général. Je voulais relayer un message d'espoir que Fontest nous faisait passer. Il y a quand même un certain nombre d'architectes qui ont pris conscience de cette possibilité, voire nécessité, de reprendre la possession de l'acte de construire jusqu'au bout. Et donc le message, c'est qu'il y a le syndicat national des architectes contractants général qui a intégré cette année l'UNSFA. Donc pour tous ceux qui font déjà un peu ce que tu fais toi, il y a la possibilité de revenir vers ce syndicat-là, et à commencer par toi. Et ensuite, pour tous ceux qui sont un peu tentés par cette expérience, il y a le groupe Architecteur. On est organisé, c'est une coopérative pour être dans la contractance générale. Donc ça, c'était le message, ça existe. La demande
est là. C'est pas une offre concurrente à l'architecte libéral traditionnel. On est d'abord tous des architectes libéraux traditionnels. C'est une offre alternative qu'on propose au public et que la profession se doit de proposer. On est dans une offre clé en main où le maître d'ouvrage devient un client et c'est une autre offre tout simplement, mais on fait de l'architecture d'abord et de la construction ensuite. Ceux qui s'y intéresseraient, il faut d'abord avoir un goût pour la maîtrise d'œuvre d'exécution, avoir le souci du délai, du prix et de la qualité. Si vous vous sentez de cette race-là, il faut essayer de nous rejoindre. La question, à Fontès, on exerce aussi depuis une quinzaine d'années, on est en VFA, promoteur donc, et avec les espoirs que tu portais, et encore ce que tu disais, des logements de 60 mètres carrés à ces prix-là, on est d'accord avec toi pour dire que c'est pas normal, quoi. Pour autant, on ne sait pas faire autrement, parce qu'au bout, c'est la poésie, le rêve dans la tête, il est aussi dans celle des clients, et la réalité, c'est la commercialisation. Donc on fait des opérations d'envergure différente. Le maximum qu'on peut faire, c'est 60-70 logements, ce qui est pas mal. Mais on bute contre des contraintes fiscales, culturelles, et on n'arrive pas finalement à sortir un produit de promoteur réalisé, maîtrisé par l'argent, par tout ce qu'on veut, par l'architecte, qui soit vachement plus différent que les autres, quoi. Donc si toi, tu as des pratiques et des solutions, on est preneur, quoi. François, des recettes de cuisine, s'il vous plaît. Je crois que ce n'est pas une question de recette cuisine, il faut surtout se poser la question de savoir comment ça se produit, le logement. Moi, ce à quoi je crois, c'est de revenir, et ce que je reproche souvent à beaucoup de promoteurs, pas tous, il y en a qui font très bien leur métier, c'est de ne pas faire vraiment ce qui est l'essence même d'un métier de promoteur. Que font les promoteurs aujourd'hui? Ils commencent par faire un bilan. Ils achètent un terrain ou ils réservent un terrain, en général ils le réservent sous conditions suspensives. Ils vont faire travailler un architecte en lui disant tu seras payé quand on aura obtenu le permis de construire, qu'il sera purgé du recours des tiers, et peut-être que si également on a notre financement, ça ira mieux. Ça veut dire dans 2 ans? Voilà. Ils vont voir un entrepreneur, souvent soit un major, soit quelqu'un avec qui ils ont des bonnes relations. Ils leur montrent le bilan. Ils leur disent est-ce que vous pouvez réaliser ce bâtiment dans le prix qu'il y a dans mon bilan? Alors effectivement, l'entrepreneur lui dit non, vous êtes gentil, mais bon, il faudrait que vous baissiez vos prestations. Donc on déshabille un petit peu le projet, de facto. Moi, je ne procède pas du tout comme ça. Je veux dire, le travail du promoteur, il est très simple. Hein. Il faut lancer un appel d'offres. Je fais les appels d'offres sur Métré. J'entretiens le réseau des entreprises, c'est-à-dire que je les appelle en permanence pour savoir s'ils ont du boulot, s'ils n'en ont pas, quand est-ce qu'ils auront des vides, des trous. Je les paye au cul du camion. Je paye les architectes également, mission complète et d'une façon la plus large possible. C'est ça le métier, c'est d'optimiser. C'est une arborescence pour arriver à un prix et donc à une qualité. C'est une arborescence. Il faut étudier tous les paramètres et essayer d'épurer tous ces paramètres dans le respect d'une qualité, d'une sécurité du bâtiment. Et avec ça, on arrive à sortir des prix. Et moi, je suis prêt, j'invite tous les architectes qui veulent à me rejoindre et à parler de ces problématiques qui sont liées à la construction, au prix, au coût et comment faire. Et moi, j'appelle de mes voeux qu'il y ait de plus en plus d'architectes qui fassent de la maîtrise d'ouvrage. D'autres questions? Ici? Et là? Je vais aller au plus près, pardon, j'arrive après. Bonjour, Zoé Duchamp, toute jeune architecte. Donc merci pour ce point de vue. La première question de notre confrère concernait parlait de la question de l'échelle. Donc le problème que vous exposez aujourd'hui est représentatif à beaucoup de secteurs dans notre société. C'est le principe de la grande distribution, tout simplement. Du coup, ma question est-elle, est-ce que c'est encore pertinent aujourd'hui d'autoriser la construction de projets de très grande envergure, de très grande échelle, de très grande envergure, par les mêmes acteurs, que ce soit les majors du BTP ou même par les agences d'architecture? Est-ce que c'est encore pertinent d'autoriser la construction d'énormes projets, puisqu'on parlait de démocratie, et enfin, selon moi, le meilleur moyen de conserver la démocratie, c'est d'impliquer le maximum d'acteurs pour préserver cette question. Donc voilà, est-ce que c'est encore pertinent, vu la situation dans laquelle on est aujourd'hui, de continuer à autoriser des projets de très très grande envergure par les mêmes acteurs? Je crois que toute démocratie a besoin d'avoir du bâtiment public. Et le bâtiment public, il est forcément à une échelle qui est différente de l'habitat vernaculaire.
Donc ça me paraît inéluctable de continuer comme étant une expression de la démocratie, d'avoir des bâtiments qui se construisent et qui sont l'expression même de cette démocratie. Un palais de justice, une mairie, un musée, un opéra, c'est une expression de notre démocratie. Et donc il faut continuer à avoir ce type de bâtiment. Et là, effectivement, c'est obligatoirement des entreprises d'une taille différente qui peuvent les réaliser. Par contre, effectivement, dans tout le reste, moi, le débat sur lequel je pense qu'il faut également qu'on soit excessivement courageux, c'est de dire aux législateurs, de dire aux politiques, stop au minima à 150 mètres carrés pour le recours à l'architecte. Pourquoi ? Qu'est-ce qui fait du sens là-dedans ? Rien. Si ce n'est le lobby des constructeurs de maisons individuelles qui, depuis des décennies, tannent le pouvoir politique pour que ces choses ne changent pas. Or, c'est là où il y a également énormément de choses à faire dans tout ce que moi je définis comme étant l'habitat vernaculaire. Si on mettait, je ne dis pas qu'il faut peut-être mettre le seuil à 0, mais si on mettait un seuil à 100 mètres carrés, quel progrès nous ferions ? Et quel progrès économique ? Parce que ce qu'on oublie, c'est que par exemple, la filière de l'habitat individuel, économiquement, c'est pas très bon. Pourquoi ? Parce que c'est l'endroit dans le bâtiment où il y a le plus de travail au noir. Et dans lequel il y a le plus de sinistralité. Donc c'est terrifiant. Mais pourquoi l'État continue à céder au charme de quelques acteurs de ce monde du lobby pour continuer à mettre des seuils comme ça ? Et pourquoi, par exemple, en France, pour les architectes que nous sommes, on n'a pas, vis-à-vis des maîtres d'ouvrage privés, l'obligation de payer normalement les architectes, comme ça s'est fait en Espagne ? En Espagne, il y a quelques années, je ne sais plus si c'est le cas aujourd'hui, mais pour avoir un permis de construire, il fallait que l'ordre délivre une attestation comme quoi l'architecte avait été payé. Aujourd'hui, c'est quand même assez scandaleux de voir des maîtres d'ouvrage et de grands maîtres d'ouvrage qui ont pignon sur rue dire aux architectes, vous serez payés quand vous aurez obtenu le permis de construire et que ce permis de construire sera purgé du recours des tiers. C'est un vrai scandale. Et ça, pour eux, ça n'a pas une grosse incidence financière. Moi, je le connais, tout le système de la promotion. On peut très bien payer les architectes correctement dès le départ, dès qu'ils ont fait le boulot, et pas attendre des choses qui ne dépendent pas de l'architecte. En quoi, moi, je suis responsable du fait que mon permis va être attaqué ? Franchement, j'ai fait mon boulot, je dois être payé. Mais je ne travaille plus, d'ailleurs, dans ces conditions-là. Mais je crois qu'il faudrait également que nous tous, nous ayons le courage de dire stop à ces pratiques-là. On refuse de travailler pour les promoteurs, par exemple, qui nous disent vous serez payé quand on aura obtenu le permis de construire. La question des grands programmes, ça rejoint la question de la planification et ça rejoint la question de l'évolution de la ville et de la mutation. Moi, je crois que l'architecture, c'est aussi un devoir de conseil, un devoir aussi de refus à certains moments. C'est sûr que, par exemple, les grands centres commerciaux, comme captation de tout l'esprit d'une ville et de tout... Bon, tout le monde sait depuis très très longtemps que c'est quand même pas comme ça que l'urbanité se construit. Bon, c'est pareil, il y a de tels lobbies économiques que c'est très difficile d'aller contre. Mais on pourrait penser qu'une ville qui se développe en voulant remettre en situation un système commercial urbain dans tous les sens du terme, au sens de l'urbanité, on n'aboutirait pas à ce type de programme. Donc je pense que les grands programmes, c'est toujours lié à l'évolution de l'acte architectural qui historiquement n'est plus le même, selon moi. C'est-à-dire que tout projet qui n'est pas interférent, pratiquement ne devrait pas exister. Tous les projets autonomes, comme ça, aujourd'hui, ça veut dire qu'ils sont à côté et qu'on rajoute encore un truc. Maintenant, tout est dans la façon de retisser, de réparer. C'est tout cet approfondissement, de sédimenter, de créer des concrétions, avec le paysage aussi. Bon, tout ça, c'est un art. Je suis désolé, mais c'est un art. Et cet art, il est évacué. Il faut refuser l'évacuation de l'art qu'est l'architecture. Encore une question ici ? Oui, Élodie Bonnet, architecte et enseignante en BTS Design d'Espace. Je vais vous poser une question au nom des élèves de Design d'Espace qui souhaitent éventuellement devenir architectes.
D'après vous, quelles qualités faut-il avoir pour être architecte, pour les architectes de demain? Être têtu. Un peu artiste, quand même. C'est un peu court comme réponse, jeune homme. Vous en avez d'autres de qualité? Non, je crois qu'il faut effectivement être têtu et poète, ça c'est une grande chose. Et puis il faut regarder également à quel endroit on va travailler, quoi, hein. La contextualité de l'endroit où on travaille, c'est une chose qui me paraît essentielle. Donc moi je crois qu'il faut bien connaître son terroir pour y intervenir. Et donc il faut être curieux pour être architecte aussi. Curieux de l'histoire, curieux des éléments, curieux de la poésie qui a participé à la vie de toute région à un moment donné. Donc il faut avoir toujours cet esprit de curiosité. Culture générale déjà de base. Passionné et généreux aussi, quand même. Très bien. Bon, par contre, vous avez entendu que les étudiants ont envie d'avoir d'autres conseils. Donc il faudrait... vous faites une qui place peuvent donner des conseils, c'est la nouvelle génération. Ah. Est-ce qu'ils aiment la ville telle qu'elle évolue en ce moment? Est-ce qu'ils ont envie de changer quelque chose ou est-ce qu'ils se trouvent que c'est très bien comme ça? Non, alors, ils ont sûrement envie de changer, mais ils ne savent pas comment. C'est difficile d'enseigner. Ça va venir, du avec coup. le temps, ça va venir. Est-ce que vous avez... C'est une question que je voulais vous poser tout à l'heure, j'en profite parce qu'on parle de nouvelle génération qui arrive. Est-ce que vous avez peur, vous les architectes en ce moment, de ce qu'on appelle l'ubérisation, puisqu'on parle que tous les métiers vont être attaqués ou touchés par ce phénomène-là d'ubérisation? Risque ou opportunité, François, Jean? Il y en a qui vont venir construire dans notre dos, là, sans nous prévenir, des petites maisons, et on dira c'est eux les architectes, c'est ça, et puis on reconnaîtra après. Mais l'architecture sans architecte, ça existe, et c'est quelquefois pas mal. C'est même souvent mieux. Si on regarde historiquement la ville du Moyen-Âge, par exemple, tout l'habitat s'est construit avec des gens qui n'étaient pas qu'architectes. Ils étaient architectes entrepreneurs, ils prenaient un terrain et ils bâtissaient la ville à travers ça. Et donc il y avait à la fois une espèce d'intercommunication dans la pensée, dans le choix des matériaux qui donnait cette cohérence. L'ubérisation, pourquoi pas? Moi, je veux dire, il n'y a pas de voie sans solution. Une autre question ici? Bonjour, Valérie Déco, architecte à Marseille. C'est à Jean Nouvel que je voudrais poser la question. L'UNSFA se démène en faveur de l'architecture et de la qualité architecturale contre les PPP et contre les contrats globaux. Est-ce que vous êtes prêt à nous soutenir et à monter au créneau avec nous? Je n'ai pas compris qui. Avec l'UNSFA. Avec l'UNSFA, je suis prêt à me battre avec l'UNSFA. J'espère que l'UNSFA est tout à fait d'accord pour se battre dans une bataille comme celle-là, bien sûr. J'ai l'impression qu'il est bien remonté, là, c'est le moment. Hein. Il faut quand même la mettre en perspective par rapport à ce qu'on s'est dit ce soir. C'est-à-dire les contrats globaux, c'est absolument essentiel, je suis d'accord, mais il faut s'attaquer au cadre et dans l'ordre qu'il faut. Il est évident que les petites opérations marginales, exemplaires, ça ne dérangera personne. On laissera faire. Mais l'essentiel de la production du cadre bâti aujourd'hui, on ne peut pas laisser faire ça comme ça. Et c'est là, effectivement, où il faut se battre ensemble, tous ensemble. Tout le monde est requis, en dehors de la profession aussi. Ça ne peut pas être un combat corporatiste une fois encore. Et c'est cette lutte-là qu'il faut organiser calmement, efficacement, mais avec clarté. Et je crois que si les idées sont expliquées clairement, avec quelques bons alliés, quelques belles plumes aussi, il en faut, pour que ça puisse être compréhensible et toucher nos amis dans toutes les villes et dans toutes les campagnes. Je crois que ça, il faut le faire. Et c'est une entreprise, à mon avis, longue, difficile, qui demande beaucoup d'énergie, mais qui doit être liée aussi à une stratégie, à des tactiques liées au dialogue avec le politique, avec les élections. Une autre question? J'arrive ici. Vous le tenez comme ça. Bon. Je vais essayer de résumer. Je suis Michel Bonneau. Je participe à l'Architecte du quotidien, une commission qui a été créée il y a 2 ans au sein de l'UNSFA.
avec le souci, après 6 mois de discussion par Internet, on a eu envie de créer cette association parce qu'il y avait le souci de travailler avec le particulier et d'essayer d'obtenir une part de ce marché énorme de la maison individuelle. Grosso modo, je parle aussi, quand je dis particulier, je parle des gens qui ne sont pas des professionnels de l'immobilier, de l'architecture, et qui ont on va appeler ça des porteurs de projets, et qui donc connaissent plus ou moins l'architecte. Nous avons 10% de la population, en gros, entre 5 et 12%, à connaître ce que c'est à peu près que l'architecte, et des gens qui vont donc se tourner vers lui et le contacter. Bon, ça veut dire qu'il y a 90% de la population, et je pense que c'est 90% de la population qui ne sait pas ce que c'est qu'un architecte, qui ne connaît pas son rôle, l'intérêt qu'il aurait à utiliser plus tard, peut-être quand il sera adulte, l'architecte. Alors je voudrais peut-être profiter de cette assemblée pour... J'ai sorti deux solutions, deux propositions dans le cadre de l'architecte du quotidien, bien sûr. Je n'ai pas encore l'aval complet de... Oui, la question, pardon, je suis trop long, oui. La question, c'est qu'il y aurait, d'après moi, une solution d'information par tract, tout simplement, de l'ensemble de la population française. J'ai demandé des prix à la Poste. C'est quelque chose de réalisable sur toutes les agglomérations. Alors donc, votre question, c'est est-ce que le tract pour la population française serait une bonne solution pour vous, c'est ça? Pour expliquer le rôle de l'architecte à la population française. Alors, François et Jean. Non, je crois que la question a un intérêt profond. C'est de bien expliquer aux Français quel est le rôle économique de l'architecte. Pourquoi? Parce que le Français qui est confronté à la construction d'une maison individuelle, qu'est-ce qu'il voit dans l'architecte? Il voit un surcoût de, grosso modo, de 10% de sa construction. On a mal fait passer le message chez les architectes que notre intervention pouvait être une solution économique et surtout une solution de durabilité dans la construction, une solution de valorisation du bien que les gens vont construire. Ça, ce message, il est mal passé. C'est pour ça que les constructeurs maisons individuelles sont plus forts que nous dans le domaine. Mais si effectivement il y avait de la communication qui était faite par les ordres, par les syndicats, etc., en disant l'architecte, non seulement il va vous faire quelque chose qui va correspondre à votre desiderata, à votre vie, à votre vision de la vie, etc., mais deuxièmement, il va avoir un rôle économique. Dans un premier temps, au niveau de l'appel d'offres, et deuxièmement, dans le cadre de la durabilité de votre bâtiment. Là, je crois que les gens comprendraient mieux. Pour l'instant, ils voient simplement un coût de 10% supplémentaire à leur construction. Une question ici. Oui, moi j'aurais voulu dire un mot quand même par rapport à ça. Pardon. La maison individuelle, je suis pour, mais j'ai peur. J'ai peur de ce que j'ai vu sur tout ce siècle. J'ai peur de Kaufmann Broad. J'ai peur de beaucoup de gens. J'ai peur de toute une série, j'ai peur d'un mitage absolument terrible. J'aimerais bien que les gens qui se posent ces questions-là, à micro-échelle comme ça, et de façon très humaine, s'intéressent aussi au problème de la transformation, de venir dans ces quartiers pavillonnaires et les transformer, et qu'on sache aussi quel va être l'impact urbain de ces maisons individuelles. Est-ce que c'est une par une et des petites choses qui sont rajoutées au compte-gouttes, ou est-ce que c'est encore des kilomètres carrés de maisons? Bon, là, il y a quand même des questions beaucoup plus graves qui sont derrière, et il nous faut encore en amont. Les principales questions, elles sont en amont. Il y a une question. Oui, peut-être un peu en forme de conclusion, parce qu'on arrive à la fin de cet entretien. Donc, en tant que présidente de l'UNSFA, je voudrais rappeler que tout ce que tu viens de dire aujourd'hui, c'est quand même ce pourquoi on se bat depuis des années. Hier, j'ai réexpliqué à Agnès Vince, qui représentait la ministre, et à Patrick Bloch, qu'en fait, la fameuse loi CAP sur la création architecturale, c'est vrai que c'est la seule avancée qu'on a eue depuis 1977,
mais moi j'ai appelé ça du câlinage d'architecte. En fait, c'est le service minimum, c'est-à-dire nous redonner ce qu'on avait perdu et pas nous donner beaucoup plus. En gros, on est les seuls empêcheurs de tourner en rond et on est les seuls à avoir dit que c'était insuffisant. C'est vrai que c'est un tout petit pas, mais c'est tout ce qu'on a obtenu et pour nous, c'est totalement insuffisant. Il y a cette première chose, donc on rejoint exactement ce que tu viens de dire. Et la deuxième chose, c'est effectivement les contrats globaux. Et je peux dire qu'on a été vraiment ravis d'entendre que tu allais nous soutenir. Parce que les contrats globaux, c'est notre mort, mais ce n'est pas seulement la nôtre. Nous, on a obtenu dans la fameuse pétition dont je te parlais, on a la CAPEB qui nous a rejoints, on a les autres acteurs de la maîtrise d'œuvre, parce que c'est la mort de toutes les petites et moyennes entreprises. Parce qu'effectivement, après, entreprise générale, travailleurs détachés, les entreprises locales ne travaillent pas. Donc on a vraiment intérêt à s'associer, tout le secteur du bâtiment, sauf les majors, et ensuite y faire entrer les politiques, notre échelle, les habitants, enfin, tout ce qu'on peut intégrer, merci, voilà, avec nous. Et voilà. Et évidemment, ta notoriété est extrêmement importante pour nous aider à faire passer ce message. Merci. Bien, le mot de la fin, parce que j'aimerais quand même que vous me donniez votre mot de la fin. On a échangé pendant 1h30. Un lobby qui vous embête, eh ben, vous allez en constituer un autre, j'ai bien compris, hein, parce que il faut tuer le mal par le mal. Donc si vous avez un lobby en face de vous, vous allez en créer un. Vous êtes, avec votre notoriété, c'est vrai, et François également, fort pour alerter les médias, pour alerter le public, pour alerter donc les politiques et faire plier les gens. Parce que maintenant, vous savez que nous sommes dans une société d'image, et qu'il faut combattre avec cette image-là. Donc vous avez totalement raison. Et puis c'était bien la rencontre aujourd'hui, parce que vous êtes raccord, vous êtes ensemble, ça fait plaisir. Il faut ouvrir un débat de société. Qui dit débat de société dit que ça concerne à peu près tout le monde. Et c'est ça donc qui va être difficile. C'est cette expression-là qu'il faut mettre ensemble, en commun. D'abord, c'est vrai que le milieu professionnel peut aider à la coagulation de tout ça au début, mais il faut surtout pas oublier qu'on ne fera rien seul. Ça ne peut pas être une question corporatiste, sinon elle est morte. Donc c'est bien dans cette ouverture-là que ça va se passer. J'y mettrai mon énergie, je l'ai déjà dit, je crois que François aussi, et je suis ravi de cette réunion qui est une façon de s'exprimer et de commencer à porter cette parole qui devrait petit à petit être celle d'une conscience beaucoup plus élargie. Ça, c'est une bonne nouvelle, il fallait que je la fasse pour eux. L'ami et l'associé, qu'est-ce qu'il a à rajouter ? Il a simplement à rajouter que de temps en temps, il faut avoir aussi le courage de prendre le pouvoir. Et ça, je pense que beaucoup peuvent le faire. Et puis, la deuxième, message d'espoir, c'est plus une proposition que je vous fais. Et moi, je propose que toutes les idées qui sont véhiculées par votre syndicat, je puisse en faire le relais à travers Architecture d'aujourd'hui pour vous aider. Voilà. Mesdames, Messieurs, je pense que vous pouvez applaudir donc François Fontès et Jean Nouvel.